Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Xavier Riard, je suis cardiologue pédiatre et congénitaliste au CHU de Bordeaux et je vais vous faire maintenant le cours sur la maladie d'Epstein. Donc, sur la première diapositive, je vous ai mis un petit peu le sommaire des points qu'on va aborder. On va aborder brièvement l'anatomie de la valve tricuspide normale. Ensuite, on va essayer de détailler la maladie d'Epstein et notamment son anatomie, sa classification, sa physiopathologie et les conséquences sur les ventricules droit et gauche. Ensuite, on parlera des aspects cliniques de la maladie d'Epstein, des examens complémentaires et bien sûr de la prise en charge chirurgicale. Concernant l'anatomie de la valve tricuspide, le premier élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'anatomie des piliers est très variable. Les anatomistes décrivent de manière constante deux piliers qui sont toujours présents, qui sont le muscle papillaire du conus que vous voyez sur la diapositive, indiqué par MPC, et le pilier antérieur par PAT. Et la variabilité entre les patients va se situer essentiellement au niveau des attaches du fait septal qui sont variables, qui sont multiples et qui peuvent se faire soit par des attaches directes au septum, soit par l'intermédiaire de petits piliers, comme vous le voyez ici sur la coupe anatomique de Lucie Louyal. Si on essaie de schématiser avec ces dessins de Frank Netter que vous devez connaître, on va retrouver sur l'image de droite le muscle papillaire du conus, qui est donc le petit pilier qui est positionné au niveau du Y de la bande septale. Et on va retrouver le pilier antérieur également qui donne, vous voyez, ces attaches sur la valve antérieure. Ce qu'il faut d'emblée comprendre dans l'anatomie de la valve d'Epstein et ensuite dans l'imagerie de la valve tricuspide et de la valve d'Epstein en particulier, c'est que effectivement la variabilité de la taille des feuillets tricuspides est importante, ce qui la rend difficile à segmenter sur les schémas échocardiographiques qui vont vous servir ensuite pour faire des échographies ou des IRM. Les feuillets sont fins, donc sont assez difficiles à voir en échographie 3D, au moins transthoracique, et les indentations entre les feuillets sont variables et difficiles à identifier. Donc évidemment, vous connaissez tous l'anatomie de la valve tricuspide qui est définie par trois feuillets qui sont les feuillets antérieurs, inférieurs et septales. Mais quand on s'intéresse un petit peu aux études anatomiques, je vous ai mis une étude pour l'exemple, on voit que les anatomistes décrivent une variabilité très importante des feuillets et du nombre de cusps identifiables dans la valve tricuspide. Et dans cette étude anatomique publiée par une équipe brésilienne, vous voyez que dans 52% des 50 cas de cœur post-mortem analysés, ils retrouvaient en réalité 4 cusps plutôt que 3 cusps pour une valve définie comme étant tricuspide. Cette diapositive, je l'ai mise simplement pour illustrer la variabilité de l'anatomie de la valve tricuspide normale et vous comprendrez dès lors que la difficulté d'analyse des feuillets en imagerie non invasive dans la maladie d'Epstein est assez évidente et qu'il ne faut pas être trop dogmatique quand on fait une caractérisation échographique des feuillets. Alors, la maladie d'Epstein, elle a été décrite par Wilhelm Epstein à la fin du 19e siècle. Elle a été décrite pour la première fois chez un patient de 19 ans qui avait finalement tous les signes cardinaux de la maladie d'Epstein. Ces signes cardinaux étant, sur le plan clinique, la cyanose, les dyspnées et la turgescence jugulaire qui marquent en fait, le tableau clinique d'insuffisance cardiaque, droit et gauche, les palpitations qui marquent la complication rythmique qui est souvent au premier plan, notamment chez les adultes,
et la cardiomégalie, qui est la conséquence anatomique de la maladie d'Epstein. Et vous voyez sur le schéma, enfin sur les coupes, enfin sur les photos anatomiques en bas à droite, la différence entre, ou le rapport, ou la différence de taille entre un cœur normal à droite et un cœur d'Epstein sévère chez un adulte à gauche. Donc, quand on regarde la description du premier cas clinique donc, qui a été publié par Epstein, la description autopsique de l'anatomie du cœur droit et de la valve tricuspide décrit bien un feuillet tricuspide qui est antérieur, élargi et fenestré, ce qui est un élément intéressant, notamment quand on va analyser les fuites sur cette valve, que les feuillets inférieurs et septales étaient très clairement hypoplasiques, épaissis et adhérents à la paroi du VD. On les décrirait aujourd'hui comme des feuillets totalement ou partiellement non délaminés. Il décrivait bien l'atrialisation et la dilatation avec l'amincissement de la paroi ventriculaire droite dans sa portion atrialisée. Et ensuite, il y a eu pas mal d'études anatomo-histologiques sur ces modifications, disons, structurelles du ventricule droit. Et évidemment, il décrivait une OD très dilatée et la présence d'un FOP avec un shunt gauche-droit qui expliquait la cyanose. Sur le plan épidémiologique, la maladie d'Epstein, c'est une maladie rare. Elle correspond à moins d'1% des cardiopathies congénitales, à peu près une naissance sur 210 000. Et sur le plan des facteurs de risque, on a pu décrire des embryofétopathies au sel de lithium qui pouvaient être associées à la maladie d'Epstein. Sur quelques données embryologiques assez rudimentaires, je vais essayer de ne pas trop détailler ça, peut-être Lucille l'a-t-elle fait dans les cours précédents. Donc, les feuillets, notamment les feuillets tricuspides, se forment par délamination à partir du myocarde ventriculaire. Et vous voyez sur le schéma de gauche la délamination qui se fait finalement par une expansion de la lumière ventriculaire entre le myocarde compacté et le myocarde ventriculé pour libérer la valve avec la création de piliers et d'attaches normales sur la valve tricuspide. Dans l'image de droite, vous voyez que la maladie d'Epstein, en particulier caractérisée ici par une anomalie des feuillets septales et inférieurs, c'est une anomalie de délamination qui va s'associer finalement à une anomalie myocardique associée, puisque non seulement les feuillets valvulaires, en tout cas septales et inférieurs, ne vont pas être délaminés et vont rester attachés de manière plus ou moins importante à la paroi ventriculaire, mais il va y avoir également des modifications histologiques de la structure de la paroi ventriculaire de la partie atrialisée du VD, qui va s'y amincir considérablement, avec une raréfaction myocardique et parfois une portion donc, de la paroi ventriculaire atrialisée qui peut même être totalement dépourvue de myocytes, comme finalement c'est illustré par l'image la plus à droite de la diapositive, où vous voyez que finalement c'est uniquement quelque part la paroi, enfin, ou la valve qui détermine en fait une partie qui détermine, disons, la zone intramyocardique atrialisée, où finalement il ne reste plus qu'un aspect fibreux qui correspond à la valve non délaminée avec une disparition du myocarde. Alors, les anomalies associées, on a évidemment la CIA qui est la malformation cardiaque la plus fréquemment associée à la maladie d'Epstein, 50 à 70%, et qui peut être à l'origine, disons, de cyanose d'effort par l'apparition d'un shunt gauche-droit en cas d'augmentation des pressions, notamment des pressions droites et des pressions atriales droites. On peut aussi avoir des communications interventriculaires associées à la maladie d'Epstein. Certaines de ces communications interventriculaires pouvant être finalement partiellement cloisonnées par un défaut de délamination de la valve septale
ce qui peut rendre des larges CIV hémodynamiquement non significatives puisqu'elles sont fermées par l'accollement du feuillet ou la non-délamination partielle du feuillet septal. On peut avoir des sténoses ou des atrésies pulmonaires qui correspondent à des formes embryologiques d'Epstein sévères ou s'il y a une fuite très importante au niveau de la valve durant la vie fœtale et finalement un défaut de perfusion antérograde de la voie pulmonaire, on peut avoir la fonction créant l'organe, un défaut de développement de la voie de sortie et une atrésie valvulaire ou une sténose valvulaire. La maladie d'Epstein est présente fréquemment ou des malformations de type Epstein sont fréquemment présentes dans les doubles discordances. Et bien évidemment, la sévérité d'une anomalie de type Epstein sur un ventricule droit en position systémique va être un élément pronostique fondamental pour l'évolution clinique et hémodynamique de ces patients avec double discordance et insuffisance tricuspide plus ou moins sévère sur des valves droites en position systémique. Et la dernière anomalie, qui est une anomalie électrique ou électrophysiologique, c'est la présence de voies accessoires qui peuvent être multiples d'une part et anatomiquement larges d'autre part dans la maladie d'Epstein et qui peut faire également le pronostic de la maladie puisque vous savez que les maladies d'Epstein, notamment les maladies d'Epstein chez les grands enfants et les adultes, peuvent être à risque de mort subite sur des anomalies rythmiques et notamment des arythmies supraventriculaires de type FA conduites par la voie accessoire qui peuvent conduire donc à une tachycardie ou une fibrillation ventriculaire et à un décès du patient. Alors venons-en maintenant à la classification de la maladie d'Epstein que vous devez connaître. Alors il y a plusieurs classifications que vous pourrez trouver dans les différents livres en langue française et en langue anglaise sur les cardiopathies congénitales. La classification la plus connue, la plus répandue et possiblement la plus intéressante, en tout cas pour ce qui est de l'Epstein, de l'enfant et de l'adulte, c'est la classification de Carpentier, de Alain Carpentier, qui décrit finalement les différentes formes anatomiques de la maladie d'Epstein qui sont en corrélation avec leur présentation hémodynamique. Dans une anomalie d'Epstein de Carpentier A, on considère souvent que le ventricule droit a un volume adéquat, il y a une bonne mobilité de la valve antérieure et on peut avoir bien évidemment une fuite de gravité variable qui peut être sévère, mais on a un tissu valvulaire qui est, je dirais, relativement développé, avec notamment une bonne mobilité de la valve antérieure, plus ou moins de la valve postérieure. Et on a un volume ventriculaire qui est significativement important et donc efficace sur le plan hémodynamique, avec des patients qui font un bon débit antérograde et donc une bonne précharge du VG. Et en général, même s'ils ont une fuite qui peut être importante, des patients qui arrivent à faire un bon débit cardiaque et donc ont des capacités fonctionnelles intéressantes. Dans la forme B, on décrit une atrialisation plus importante, avec donc un défaut de délamisation plus important des valves septales et postérieures, mais avec toujours une mobilité intéressante de la valve antérieure, intéressante notamment dans l'optique d'une correction chirurgicale en cas de fuite sévère. Dans la forme C, que vous voyez en bas et à gauche, il y a donc une atrialisation très importante, mais cette fois une limitation de la mobilité du feuillet antérieur. Cette limitation de la mobilité du feuillet antérieur pouvant être à l'origine potentiellement d'un obstacle plus ou moins important au passage du sang de la chambre atrialisée vers la chambre fonctionnelle infundibulaire et donc peut avoir des conséquences hémodynamiques plus importantes. Enfin, la forme D, qui est la forme la plus sévère, qui est souvent une forme qui parle
en période néonatale. C'est une forme où on a une atrialisation majeure du VD et un défaut de mobilité important de l'ensemble des feuillets valvulaires, avec finalement une chambre fonctionnelle qui se réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire uniquement à la portion sous-valvulaire pulmonaire infundibulaire, avec souvent des atrésies pulmonaires qui peuvent être fonctionnelles, c'est-à-dire que la toute petite chambre ventriculaire ne peut pas faire assez de débit pour ouvrir la valve et assurer un débit entérograde. Il y a une classification qui est utilisée par les chirurgiens qui s'appelle la classification de Dereani, qui est une caractérisation anatomique péropératoire de la maladie d'Epstein que je ne vous ai pas mis ici puisqu'elle n'a pas d'intérêt majeur, en tout cas pour vous, cardiopédiatres ou cardiologues congénitalistes, pour la prise en charge pratique des patients. Et je vais vous parler un peu plus tard dans le topo de la classification de Sellermayer et du GO-score, qui est une classification néonatale, ayant pour but donc d'établir un score pronostic pour la prise en charge des nouveau-nés présentant des Epstein sévères. Donc, un mot de physiopathologie pour bien vous expliquer que la maladie d'Epstein, ce n'est pas uniquement une fuite tricuspide sévère, c'est en fait, c'est une myocardiopathie du ventricule droit associée à une valvulopathie plus ou moins sévère qui est très souvent fuyante, mais qui peut, comme je vous l'ai montré dans la diapositive précédente, potentiellement être également sténosante. On a tout d'abord une altération fonctionnelle du ventricule droit parce que d'une part, le ventricule droit fonctionnel, il est considérablement réduit en taille et en volume. Et la portion atrialisée du ventricule droit, elle n'a pas de fonction contractile et elle va servir uniquement de réservoir passif. Mais non seulement elle n'a pas de fonction contractile, mais comme elle est distensible, elle va, même si on remplit les malades, par exemple, si on est dans un cadre de réanimation ou de post-opératoire, elle peut limiter la précharge en absorbant le volume qu'on va donner au patient. Et elle va limiter également le remplissage du ventricule fonctionnel lors de la systole atriale, limitant par là même le débit entérograde vers les poumons et donc la précharge du ventricule gauche. Ça constitue, sur le plan physiopathologique, une dysfonction atrioventriculaire et une dysfonction systolo-diastolique atrioventriculaire droite. On a également la problématique de la fuite. La problématique de la fuite, c'est que le net forward flow, c'est-à-dire le volume qui va réellement passer du ventricule aux artères pulmonaires, est d'autant plus limité que la fuite est sévère, c'est-à-dire qu'il y a une régurgitation vers l'oreille droite. Il va y avoir donc une diminution de la précharge VG. Cette diminution de la précharge VG, elle est d'autant plus importante qu'il y a, vous verrez dans les images échographiques, une inversion de la courbure septale liée à la dilatation de la chambre atrialisée du ventricule droit. Et donc, il va y avoir par là même une dysfonction systolo-diastolique du ventricule droit, on vient de le voir, mais aussi une dysfonction systolo-diastolique du ventricule gauche qui fait la gravité de la maladie, disons, à tous les âges. On va aussi avoir une dilatation progressive de cette oreillette droite avec l'IT, éventuellement une augmentation de la taille de la CIA qui peut augmenter le shunt et donc la cyanose. Et donc, on va définir plusieurs formes d'Epstein. Pour les spécialistes de médecine fétale, on a quand même, et je l'aborderai après en quelques diapositives, une forme fétale grave qui peut aboutir même à une mort fétale in utero. La forme néonatale grave qui est finalement la non-adaptation à la vie extra-utérine liée au fait que le ventricule droit ne va pas faire de débit entérograde sous la forme finalement d'une atrésie pulmonaire qui peut être anatomique ou fonctionnelle et qui peut aller jusqu'à un tableau de défaillance hémodynamique. Et évidemment, la forme fétale que vous allez voir le plus souvent, c'est-à-dire la forme de l'Epstein de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, qui a des degrés variables de limitation à l'effort, des degrés variables d'insuffisance cardiaque, des degrés variables de séance d'effort et des degrés variables d'arythmie. C'est quand même le gros des Epstein, je dirais, enfants, adolescents et adultes qu'on suit dans nos services.
Donc, je vous ai dit que le spectre anatomique définissait en partie le spectre clinique et il est sous-tendu par disons, le stade de l'anomalie de développement au niveau embryologique. Évidemment, plus l'arrêt du développement est précoce, plus la forme va être sévère. Dans les formes les précoces, qui sont les formes éventuellement avec mort fétale in utero ou mort néonatale, on a, comme je vous l'ai mis ici, des formes très sévères avec un feuillet inférieur qui peut être absent, un feuillet antérieur qui peut être histologique, anatomiquement anormal avec une muscularisation persistante normale et un feuillet septal évidemment non délaminé. Plus la forme du développement s'arrête précocement, plus les piliers vont être anormaux, avec souvent des piliers qui sont mal individualisés, mal individualisables, des cordages absents ou courts ou anormaux, avec parfois, je vous le montrerai après, une insertion sur une sorte d'éperon musculaire anormal sans développement normal des piliers. L'ouverture tricuspide, et ça c'est la caractéristique anatomique et la caractéristique en imagerie, c'est elle n'est plus du tout orientée vers la pointe du cœur, mais elle est orientée en avant et à gauche vers l'infundibulum. Ça, c'est quelque chose qui est très important sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Seule la partie infundibulaire et parfois une petite partie de l'apex sont fonctionnelles, ce qui peut expliquer que finalement le petit volume ventriculaire ne permet pas de faire un débit entérograde significatif. Et on dit toujours que le VD est dilaté, mais le VD, on doit considérer que le VD, c'est fonctionnel. Le VD, c'est le VD fonctionnel. Et donc, le VD est faussement dilaté puisque toute la partie atrialisée, elle joue plutôt un rôle atrial puisqu'elle est hémodynamiquement inefficiente pour l'éjection du sang vers les poumons et la précharge ventriculaire gauche. Et ça correspond bien évidemment à la forme D décrite par Carpentier que vous voyez ici sur le schéma en haut et à droite. Évidemment, quand on a une anomalie qui est beaucoup plus tardive au niveau du stade embryologique, on a des Epstein qui sont beaucoup moins sévères, notamment les Epstein les moins sévères qui se rapprochent plus des dysplasies valvulaires. On a une ouverture qui se fait beaucoup plus vers l'apex, et vous verrez que c'est très bien illustré par les exemples en IRM. On a des feuillets qui sont mieux formés, simplement, parfois seulement un très léger défaut de délamination du feuillet septal, avec des formes hémodynamiques qui sont beaucoup moins sévères et qui sont parfois découvertes très tard dans la vie, allant même jusqu'à des découvertes à l'âge adulte. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, et ça c'est fondamental pour comprendre la maladie d'Epstein, c'est que la maladie d'Epstein, elle va correspondre finalement à un déplacement qui ne se fait pas vers la pointe, mais un déplacement rotationnel qui se fait vers la chambre de chasse du plan d'ouverture de la valve, ce qui va, au-delà de la gravité de la fuite, amputer considérablement le volume de la chambre fonctionnelle ventriculaire droite, qui est soit apico, antéro-infundibulaire ou infundibulaire dans les cas les plus graves, avec une atrialisation qui se fait de manière finalement prédominante au niveau de la paroi postérieure du ventricule droit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez pas à comprendre l'échographie de la maladie d'Epstein. Donc quelques exemples anatomiques donc, qui m'ont été donnés par Lucie Louyel, où on voit ici un Epstein, un cœur d'Epstein néonatal avec une hypoplasie pulmonaire par finalement un défaut de développement pulmonaire anténatal et une atrialisation très importante du ventricule droit avec une oreillette droite qui paraît énorme. Si on ouvre ce cœur et qu'on regarde donc l'anatomie intraventriculaire, on voit ici une fusion des feuillets antérieurs et inférieurs avec des attaches anormales des feuillets valvulaires à la paroi ventriculaire. On voit que le feuillet septal est tout à fait hypoplasique et accolé à la paroi ventriculaire. Et on voit bien sûr une énorme dilatation, vous le voyez sur l'exemple de gauche, de l'oreillette droite. Et c'est une forme qui correspond à cet Epstein de type C de la classification de Carpentier.
encore une image d'un autre patient où vous voyez ici le défaut de délamination sur l'image de gauche du feuillet septal, où on peut à peine glisser un stylet anatomique entre la paroi septale et la valve septale, puisque vraiment il est mal délaminé. On a ce qu'on appelle en anglais un muscular shelf, c'est-à-dire vraiment une sorte d'excroissance musculaire qui va servir de point d'insertion à la valve sans qu'on puisse identifier clairement de pilier bien défini. Et vous voyez cette valve antérieure qui est très, 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 très exubérante, puisque c'est la seule qui va garder un peu de mobilité pour essayer d'assurer finalement un effet donc, de clapet ventriculaire entre l'oreillette et le ventricule. Donc, si on résume les anomalies du ventricule droit de la maladie d'Epstein, donc vous avez maintenant compris que c'est une myocardiopathie ventriculaire et valvulaire. On va avoir des anomalies de l'anatomie du ventricule, de l'histologie et donc évidemment de la fonction ventriculaire. Pour ce qui est des anomalies anatomo-histologiques, elles sont particulièrement marquées au niveau évidemment de la paroi du VD atrialisé, qui parfois peut totalement se démusculariser, comme je vous l'ai montré dans les schémas en début de formation. Et on a souvent un endocarde qui est très épais, qui est fibreux, qui est lisse. On a finalement une muscularisation qui est appauvrie et elle peut parfois, dans les cas les plus graves, être totale, cette démuscularisation. Et on va bien comprendre que cette chambre atrialisée sera donc inefficiente sur le plan hémodynamique. Pour ce qui est du VD fonctionnel, on définit qu'il est tripartite si, comme vous le voyez sur le schéma en haut à droite, on a une petite partie antérolatérale qui est fonctionnelle, c'est ce qu'on voit la plupart du temps, la partie apicale, également de taille variable, et la partie infundibulaire, disons, qui est la partie constante, puisque elle existe toujours, notamment sur le plan en lien avec son origine embryologique. Et vous le verrez très bien vous le voyez très bien sur cette coupe anatomique, mais vous le verrez très bien ici sur les coupes échographiques. On a une forme de croissant donc de ce VD fonctionnel qui est plus ou moins étendu jusqu'à la pointe du cœur. Il y a également des anomalies du ventricule gauche dans la maladie d'Epstein qui ont été décrites notamment en lien avec une interaction délétère VD-VG durant la vie fœtale. On peut avoir des anomalies de l'endocarde ventricule gauche, possiblement décrites comme épais, avec même la présence de fibrotendu myocardique, bien évidemment qui va avoir un retentissement délétère potentiel sur la fonction VG dans les formes néonatales les plus sévères. Ce n'est pas forcément le cas, bien évidemment, dans tous les Epstein, et notamment dans les Epstein de forme moins importante que vous allez parfois suivre, je dirais, jusqu'à l'âge de 60 ou de 70 ans. Et il y a une association qui a été décrite de manière non pas fréquente, mais pas exceptionnelle, entre la maladie d'Epstein et des anomalies génétiques sur les protéines du sarcomère, notamment MYH7, qui sont à l'origine potentiellement de non-compaction ventriculaire gauche. Et je vous ai mis ici les images d'un cas clinique qu'on avait publié il y a quelques années dans Circulation. Donc voilà un petit peu pour la description anatomique de la maladie d'Epstein. Pour ce qui est de ces aspects cliniques, donc vous avez compris que l'éventail il est très large entre la forme néonatale gravissime et finalement l'insuffisance cardiaque de la personne de plus de 50 ans qui a eu une fuite tricuspide importante durant toute sa vie. Les signes cardinaux, je vous les ai décrits initialement, c'est ceux qui avaient été décrits par Wilhelm Epstein. C'est la cyanose, l'insuffisance cardiaque et par extension les limitations de débit et donc de capacité d'effort et l'arythmie ou la mort subite. On va parler un petit peu de la forme néonatale tout de suite. Dans la forme classique des enfants, adultes, adolescents, donc on va évaluer les limitations potentielles des capacités fonctionnelles. C'est là que la VO2 prend toute sa part, notamment dans le suivi longitudinal des capacités d'effort des patients pour parfois prendre des décisions chirurgicales chez des patients qui sont bien portants. La recherche de cyanose à l'effort qui est importante et qui peut être disons, un mécanisme de limitation à l'effort des patients, et les arythmies qui doivent être traquées dès l'enfance et encore plus quand on avance en l'âge vers l'adolescence et vers l'âge adulte.
Et effectivement, pour les cardiologues adultes, on peut avoir des formes tardives avec des diagnostics tardifs, parfois même après l'âge de 50 ans. Donc, pour ce qui est des enfants et des adolescents et des adultes, souvent les formes anatomiques sont moins sévères, même si la fuite peut être sévère. Mais ce qui est important, c'est pas la fuite, c'est important, mais ce qui est important, vous l'avez compris maintenant, c'est finalement les capacités systolo-diastoliques du VD fonctionnel qui font le pronostic hémodynamique et clinique. On doit rechercher des arythmies par réentrée sur des Wolf qui peuvent être des tachycardies orthodromiques ou antidromiques qui peuvent être gênantes mais pas graves. Ce qu'on doit rechercher, par contre, c'est les complications atriales comme les tachycardies atriales, le flotteur ou l'AFA qui peuvent être conduits par la voie accessoire vers le ventricule et créer donc des tachycardies rapides qui peuvent être létales. On évalue la dyspnée à travers la VO2. On peut rechercher tardivement, surtout chez les adultes après l'âge de 40 ans, des signes d'insuffisance cardiaque et bien sûr la cyanose et la cyanose à l'effort notamment. Pour ce qui est des formes les plus graves dont on fait le diagnostic en médecine fœtale, les points d'appel, ça va être évidemment la cardiomégalie fœtale, l'hydrops et l'arythmie. Je vous ai mis un cas que m'a passé ma collègue Madame Thomas qui montre la dilatation très, très importante ici de l'oreillette droite et un cas d'une vue anatomique frontale sur un fœtus décédé avec ce qu'on appelle le wall-to-wall heart, c'est-à-dire que le volume cardiaque fait tout le volume thoracique en lien avec la dilatation extraordinaire et donc de l'oreillette droite. Voilà un autre exemple en couleur où vous voyez la fuite tricuspide tout à fait sévère sur cet exemple donc d'échographie fœtale. Et donc, sur le plan fœtal, on va toujours évidemment évaluer le degré de la fuite tricuspide. On va s'intéresser à la recherche d'une obstruction sur la voie d'éjection droite, notamment en faisant du Doppler couleur sur la voie d'éjection droite, en vérifiant bien qu'il y a un flux antérograde du VD vers le TAP, en analysant également le flux à travers le ductus. Ça, c'est fondamental. On va s'intéresser au shunt à l'étage atrial. On va s'intéresser à la vélocité à travers la valve aortique comme une évaluation semi-quantitative donc du débit cardiaque. Toujours rechercher les arythmies, toujours évaluer le rapport cardio-thoracique. On va évaluer également sur des analyses un peu plus fines le flux Doppler au niveau de la flux Doppler et couleur au niveau du ductus veineux de la veine ombilicale. Chercher un épanchement péricardique, bien évidemment, qui est un signe de gravité, et un hydrops fœtal. Pour ce qui est de la forme néonatale au niveau physiopathologique, donc finalement, la gravité, elle va être déterminée par l'atrésie pulmonaire, qui peut être une atrésie fonctionnelle ou une atrésie anatomique de la valve pulmonaire. Dans les formes les plus sévères, on peut également même avoir une sorte d'atrésie fonctionnelle de la valve tricuspide si son développement est très anormal. Et on s'intéressera sur le plan hémodynamique et échographique à la perfusion antérograde à travers la valve pulmonaire. Toujours analyser le flux dans le canal artériel. Rechercher, ça c'est un élément important, une insuffisance pulmonaire post-natale qui a été identifié comme un facteur de risque sur le plan hémodynamique, de défaillance hémodynamique et de décès par la création de ce qu'on appelle un shunt circulaire, je vais y revenir. Et il faudra bien sûr essayer de comprendre cette physiologie postnatale qui est complexe pour je dirais, adapter les stratégies de réanimation postnatale, toujours essayer de donner de l'oxygène pour baisser les résistances vasculaires pulmonaires et favoriser le débit pulmonaire antérograde. Bien évidemment, la baisse de ces résistances pouvant être différée, potentiellement utiliser du NO. En deuxième intention, utiliser potentiellement de la proxine. Et dans les cas les plus graves, on doit prendre en charge le patient en milieu de réanimation avec une intubation, un soutien hémodynamique qui peut même aller jusqu'à l'ECMO. Si on s'intéresse aux formes fœtales les plus graves, il faut avoir lu ce papier de Circulation de 2015 qui rapporte une expérience multicentrique américaine de formes sévères d'Epstein néonataux qui décrit quand même une mortalité périnatale de 45%, ce qui est évidemment très important et
pour lesquels les facteurs de risque de décès ont été identifiés comme étant une naissance prématurée à moins de 32 semaines, un anneau tricuspide très large, une régurgitation pulmonaire qui peut être à l'origine de ce qu'on appelle un shunt circulaire et un épanchement péricardique qui signe en général une défaillance hémodynamique cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est un shunt circulaire chez un enfant, un Epstein néonatal en défaillance hémodynamique? C'est une association, je dirais, anatomo-physiopathologique qui est présente quand on a une fuite pulmonaire. Cette fuite pulmonaire, bien évidemment, elle va entraîner donc un reflux de la paix vers le ventricule droit. La fuite tricuspide est souvent sévère, assurant le passage du VD vers l'oreillette droite. Il y a presque toujours une CIA ou un FOB qui va assurer le passage de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Ensuite, il y a bien sûr un flux antérograde. Et s'il y a un canal artériel, ça crée un shunt circulaire avec un risque de bas débit et de défaillance multiviscérale avec acidose et décès du patient. Donc, vous voyez ici finalement l'association physiopathologique d'un canal artériel qui shunte gauche-droit, d'une importante fuite pulmonaire qui va assurer la régurgitation vers le ventricule droit, de la fuite tricuspide qui va permettre la régurgitation du VD vers l'OD et du shunt atrial qui va assurer le passage de l'OD vers l'OG, ce qui réalise donc ce shunt circulaire et donc ce patient est décédé malgré des manœuvres de réanimation en période néonatale d'une défaillance hémodynamique. Fuite tricuspide, canal, fuite pulmonaire, CIA. Voilà des détails pour montrer finalement le défaut de coaptation avec un défaut de mobilité des feuillets septal et postérieurs et une fuite massive. Vous voyez ici une autre vue en petit axe qui est une vue en face dont je vais y revenir tout à l'heure, et la vue en écho 3D qui vient confirmer le défaut de mobilité de 2 feuillets sur 3 avec une fuite tout à fait gravissime. Une autre forme moins sévère cette fois, d'un Epstein sans shunt circulaire. On revoit une fuite tricuspide massive. On voit ici un réseau de Chiari qui vient de manière intermittente passer à travers la valve tricuspide. On voit qu'il y a un canal, mais que la valve pulmonaire est fonctionnelle. Donc, on voit ce récessus embryonnaire ici passer à travers la valve, mais qui ne présente pas de problème hémodynamique. Et on va voir petit à petit ce canal se fermer et un flux antérograde du VD vers la P être de plus en plus important à la fermeture du canal avec la baisse de résistance pulmonaire chez un patient qui, malgré sa fuite sévère, est sorti de l'hôpital sans problème et qui pourra être opéré après quelques années de vie. Parfois, donc, on a des formes même où on a quasiment une atrésie fonctionnelle de la valve tricuspide. Vous voyez ce cas où on arrive ici, on a un décalage mitro-tricuspidien qui est extrêmement important. On arrive à distinguer qu'il y a un flux dans l'apex sans qu'on puisse réellement voir de passage de sang de l'OD et du VD atrialisé vers la chambre fonctionnelle du ventricule droit. Quand on regarde un peu dans une autre angulation un peu plus antérieure, on voit en fait qu'il y a un minime passage de sang de la chambre atrialisée vers le ventricule droit. Ce minime passage de sang combiné avec la toute petite taille du VD fonctionnel entraîne une atrésie pulmonaire fonctionnelle, un défaut de perfusion antérograde et donc une ductodépendance et la nécessité d'une intervention néonatale. Je vous ai parlé du score pronostic de Seller-Mayer. Le score pronostic de Seller-Mayer, il est défini comme le rapport entre la surface de l'oreillette droite et du VD atrialisé sur la surface du VD fonctionnel de l'OG et du VG. Vous voyez que quand on a une surface donc, qui est inférieure à 1, inférieure à 0,5, c'est grade 1, entre 0,5 et 1, c'est un grade 2. On a en général un bon pronostic clinique avec une mortalité néonatale qui est faible. Quand on a un rapport qui est supérieur à 1, c'est-à-dire que la taille de la chambre fonctionnelle est additionnée avec la taille des cavités gauches est inférieure au volume VD plus OD plus VD atrialisé. À ce moment-là, on a un pronostic qui est beaucoup moins bon.
Chez les patients non cyanosés, on a un pronostic qui est médiocre. Chez les patients cyanosés, on a un pronostic qui est catastrophique. Donc, le score de Seller-Mayer a été utilisé sur le plan clinique par ce qu'on appelle le GO score, qui était un score qui avait été publié initialement par l'équipe du Greater Mount Street Hospital à Londres, pour définir donc le risque périopératoire de mortalité lié à la forme anatomique. Alors, il y a différentes stratégies, je ne vais pas rentrer dans les détails, du management post-opératoire des Epstein néonataux très sévères. Quand le patient est stable, avec son canal artériel, on va essayer de baisser ses résistances avec de l'oxygène pour essayer d'assurer un débit entérograde. Si le patient est stable à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, il pourra sortir du secteur de réanimation et rentrer chez lui pour une prise en charge ultérieure. Pour les malades qui sont ductodépendants, ils peuvent nécessiter de la prostine pendant quelques jours ou même quelques semaines, mais il faudra essayer d'attendre la baisse des résistances pour voir si ils peuvent faire un débit et qu'on peut éviter la chirurgie néonatale. Pour les patients qui ont des atrésies pulmonaires fonctionnelles ou anatomiques, bien évidemment, on a des patients qui sont beaucoup moins stables, pour lesquels souvent il faudra prendre une décision de chirurgie, sauf si on peut les laisser sous prostine pendant plusieurs semaines et qu'on peut finalement obtenir la baisse des résistances. Et à ce moment-là, bien évidemment, s'ils font un débit entérograde, on pourra attendre plusieurs mois ou plusieurs années. Cet élément, il est important à comprendre parce que ça, c'est un patient qu'on a eu il y a peu de temps, qui avait un Epstein avec une fuite très sévère, un VD fonctionnel qui paraissait pas si petit que ça. Finalement, il est resté assez longtemps sous prostine et on n'a pas pu sevrer la prostine. Donc, on lui a fait un Blaloc, mais il s'est retrouvé assez rapidement, quelques semaines après, en hyperdébit. Et vous voyez l'écho qui est faite quelques semaines après le Blaloc et l'intervention chirurgicale, avec un patient qui était en défaillance hémodynamique sévère. Comme il avait un bon VD fonctionnel, on a finalement fermé le Blaloc seulement quelques semaines après qu'il ait été effectué, ce qui lui a permis finalement, entre-temps, de baisser ses résistances vasculaires pulmonaires et de s'adapter. Et donc ça, c'est une échographie qui est faite le 31 janvier. Ça, c'est une échographie qui est faite 6 semaines plus tard, où il est en grande défaillance à cause de son Blaloc. Et ça, c'est l'échographie qui est faite 4 mois plus tard, où finalement, il a normalisé ses résistances. Il va beaucoup mieux sur le plan hémodynamique et vous voyez que la fuite a considérablement diminué. Le message de ce cas clinique, c'est qu'il faut parfois attendre assez longtemps que les résistances baissent pour se donner une chance, puisque la chirurgie néonatale, notamment palliative, elle est très difficile à manager sur le plan hémodynamique et elle est associée à une morbimortalité qui est très importante. Donc, je passe sur ces stratégies dont je vais vous reparler plus tard. Pour ce qui est des examens complémentaires, bien sûr, la radio thoracique, elle va signer la gravité de la maladie et vous voyez à gauche un Epstein néonatal sévère. Au milieu, un Epstein sévère chez une jeune fille de 7 ans qui va être opérée d'une intervention de cône. Et à droite, un Epstein de découverte tardive, c'est une jeune femme de 35 ans. L'électrocardiogramme, il est fondamental. On a souvent, de manière assez caractéristique, une onde P large, qui est le marqueur électrique d'une dilatation de l'OD. Un bloc de branche droit avec des troubles de la repolarisation qui est lié finalement aux troubles de conduction infrahaïtiens et une activation anormale, notamment dans le VD atrialisé. Le BAV1, notamment chez l'adulte, est relativement fréquent. Le BAV1 étant lié à la dilatation de l'oreille droite et de la partie basale du VD atrialisé qui a un effet délétère sur la conduction AV. Le BAV complet est très rare. On a évidemment, puisqu'on a une rupture de la continuité fibreuse au niveau de l'anneau tricuspide, des connexions musculaires qui favorisent le développement des voies accessoires et on a fréquemment des voies accessoires. Vous voyez ici une voie accessoire caractéristique postéroceptale. Et ces voies accessoires, elles peuvent conduire
des arythmies, notamment de la fibrillation auriculaire. Ça, c'était une jeune femme qui a fait une syncope sur un Superwolf et donc qui a été choquée. Donc, vous voyez cet aspect caractéristique d'arythmie à QRS large irrégulière qui correspond à une FA conduite par la voie accessoire. Après l'ablation de la voie accessoire de cette patiente, on retrouve les signes cardinaux qui sont la dilatation de l'oreillette, le BAV1 et le bloc de branche droit. Donc ça, c'est vraiment les éléments cardinaux de l'ECG de la maladie d'Epstein. Sur le plan échographique, la maladie d'Epstein, elle est définie par un décalage mitrotricuspidien, souvent analysé en apical 4 cavités, qui est supérieur à 8 mm par mètre carré. Mais vous voyez que parfois, sur l'image de droite, le décalage mitrotricuspidien, il est beaucoup plus important que 8 mm par mètre carré. Vous connaissez tous, si vous faites de l'échographie, la caractérisation et la segmentation en vue parasternale et en vue apicale de la valve tricuspide, mais cette classification, elle va être non pas caduque, mais mise en défaut par la variabilité anatomique de la maladie d'Epstein. Je vous l'ai expliqué en préambule. Et il faut bien comprendre donc que, notamment en apical 4 cavités, on verra cette atrialisation majeure du ventricule droit, les attaches anormales sur le feuillet antérieur et la partie apicale de la chambre fonctionnelle. On va avoir des fuites sévères qu'on va caractériser comme on le fait d'habitude sur des valves qui ne sont pas des valves d'Epstein, avec les différents marqueurs échographiques que vous connaissez et que je ne vais pas détailler ici. On a parfois des défauts de coaptation qui sont très importants avec des fuites dites laminaires à l'origine de dilatation massive et surtout d'une interaction VD-VG, vous le voyez ici, qui est très délétère pour le débit ventriculaire gauche qui va se traduire par une limitation de la capacité d'effort des patients. Ça, vous le comprenez très bien. La vue sous-costale est très intéressante pour analyser la forme en croissant, comme je vous l'ai décrite, du VD fonctionnel dans la maladie d'Epstein, qu'on va voir en partie en apical, mais surtout en sous-costal et en parasternal petit axe. Vous voyez ici que toute la partie centrale est la partie atrialisée et on voit simplement le croissant en couleur du VD fonctionnel dans cette vue parasternale sous-costale petit axe, excusez-moi. Et chez les enfants et les adultes, on a cet aspect caractéristique de la vue parasternale grand axe où on a une diminution du volume ventriculaire avec cet aspect de banana shape et une inversion de la courbure septale qui est liée à la dilatation de la partie atrialisée. Une dilatation, vous voyez avec cette étoile ici, de la paroi ventriculaire. Et aspect caractéristique, vous voyez que l'orientation de la valve, on a l'impression ici de voir la valve tricuspide en face, alors que la mitrale est vue de profil, ce qui correspond à la rotation de ce plan d'ouverture tricuspide que je vous ai montré dans les coupes anatomiques. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. On voit le décalage mitrotricuspidien et l'interaction septale qui est très délétère pour le remplissage ventriculaire gauche, sur une forme ici néonatale sévère. Et vous voyez ici, sur cette vue parasternale, donc l'accollement du feuillet antérieur avec les attaches anormales. Et c'est finalement quand on va utiliser l'échographie 3D qu'on va comprendre la modification du plan d'ouverture, puisque ici, vous voyez en apical 4 cavités, on a l'impression que le plan d'ouverture se fait vers nous et non pas vers l'apex, c'est-à-dire vers la chambre de chasse et l'infundibulum. Donc, voilà d'autres photos et voilà le 3D. Pour ce qui est donc des paramètres avancés comme le speckle tracking et des paramètres de fonction ventriculaire, notamment la fraction de raccourcissement de surface, eh bien là, vous pouvez effectivement lire ce papier intéressant qui avait été publié par l'équipe du Brompton l'année dernière et qui montre que quand on a une évolution quand on a des paramètres de fonction globale, c'est-à-dire la fraction de raccourcissement de surface et le strain longitudinal global sur le VD qui s'altèrent avec le temps, c'est corrélé avec l'apparition d'éléments cliniques qui sont l'insuffisance cardiaque, l'arythmie, et que donc le suivi longitudinal des paramètres fonctionnels est important comme un facteur pronostic qui peuvent notamment rentrer dans l'algorithme de décision pour une chirurgie chez un grand enfant ou chez un jeune adulte. L'IRM, c'est devenu un peu le gold standard dans l'Epstein parce que
La multiplication des plans de coupe souvent permet notamment aux chirurgiens de bien comprendre quelle est la taille de l'anneau la taille de l'anneau tricuspide, le volume de la chambre atrialisée et de la chambre fonctionnelle. On peut également faire de la quantification de volume. Ce qui est très important, vous le voyez ici, et vous le voyez surtout sur ces flux animés, c'est de comprendre l'hémodynamique de l'Epstein et l'anatomie. Vous voyez ici le défaut d'accollement, le défaut de délamination du feuillet septal avec un plan d'ouverture qui se fait vers la paroi latérale et non plus vers l'apex. En fait, le plan d'ouverture, il se fait vers l'infundibulum. On le voit très bien ici sur les coupes frontales. Et on voit ce défaut de délamination de la valve postérieure sur la vue frontale à droite. Et on comprend bien aussi l'hémodynamique atrioventriculaire et notamment les différences de pression atriale au niveau du cycle cardiaque qui sont illustrées par ce shunt bidirectionnel au niveau de la CIA qu'on voit très bien sur le flux IRM. Et on comprend bien en IRM, parfois mieux qu'en échographie, finalement, la modification du plan d'orientation de l'anneau et cette classification de Carpentier. Il faut bien comprendre que la valve dans les Epstein sévères ne s'ouvre pas vers la pointe, mais elle s'ouvre réellement vers l'infundibulum. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On va retrouver, quand on voit cette vue en face, finalement, exactement la vue en face de la tricuspide, qu'est-ce que l'on voit dans la vue parasternale grand axe, excusez-moi, et ce qui est une caractéristique donc, de la rotation du plan d'ouverture de l'anneau. Et on peut faire clairement la différence entre des Epstein peu sévères où l'angle d'ouverture se fait vers la pointe, d'Epstein, vous voyez ici, des Epstein sévères où on a une ouverture vers l'infundibulum. Un autre élément pour calculer le volume ventriculaire en IRM, vous savez que classiquement, on le fait sur des coupes petit axe, mais comme il est très difficile de délimiter le plan de l'anneau en petit axe, de l'anneau tricuspide en petit axe en IRM, pour ce qui est de la mesure des volumes, il faut clairement, et c'est ce qui est conseillé et reconnu, faire des analyses de volume sur le plan axial, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision sur l'analyse des volumes dans la. Xavier, on t'entend plus. Hein? Ah, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, le micro s'est muté. Je finis, j'en ai pour 3 minutes. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement de pouvoir comparer les variations de volume et notamment les variations du volume VG après les interventions chirurgicales, puisque c'est en améliorant finalement, en faisant de la chirurgie du cœur droit, on permet de mieux pré-remplir le ventricule gauche et d'avoir une augmentation du volume VG et souvent une augmentation du débit VG qui permet une augmentation des capacités fonctionnelles des patients. Ça avait été montré par l'équipe de Londres il y a quelques années dans ce papier intéressant. Donc, pour la chirurgie, 2 mots, puisque c'est loin d'être ma spécialité. Il y a plusieurs, dans la chirurgie réparatrice de la maladie d'Epstein, il y a eu plusieurs, je dirais, stratégies à travers les différentes périodes. D'abord, la première stratégie développée dans les années 70, notamment dans les équipes américaines, de plastie de la valve et surtout de plicature du VD atrialisé, vous le voyez ici, avec ce qu'on appelle l'intervention de Danielson, qui était la plicature de la cavité ventriculaire droite atrialisée, associée à une annuloplastie avec différentes techniques que je ne vais pas vous détailler. Ensuite, à partir des années 80, l'équipe de Carpentier a été assez pionnière dans la mobilisation et la plastie de la valve, avec surtout des mobilisations de la valve antérieure. Je vous ai mis ici les références que vous pourrez lire où on vient surtout mobiliser la valve antérieure et plicaturer le VD atrialisé en faisant donc une plastie de reconstruction essentiellement avec la valve antérieure. Et je vous ai mis les schémas. Et en fait, la dernière génération qui est la mobilisation non pas de la valve antérieure, mais des autres reliquats valvulaires, c'est-à-dire la mobilisation d'un maximum de la valve tricuspide pour faire une rotation en forme de cône, associée évidemment à une annuloplastie, et vous pourrez trouver ça dans les références que je vous ai données, qui est l'intervention de cône. Vous voyez ici les schémas de Da Silva, où on vient mobiliser l'ensemble des feuillets pour faire une plastie en forme de cône qu'on va réimplanter ensuite sur l'anneau qui a été plicaturé. Et ça, c'est un exemple de chez nous qui m'a été donné par Bernard Kretman, où on vient donc
détacher les feuillets, créer le cône et réinsérer le cône après l'aplastie au niveau de l'anneau. Voilà ici comment on peut le représenter sur des schémas, dont vous trouverez également les références. Voilà ce que ça peut donner ici sur un garçon de 7 ans qu'on a opéré, vous voyez, c'est en janvier, donc c'était il y a peu de temps, avec les données échographiques préopératoires. Vous voyez le décalage métrotricuspidien et une fuite sévère, et vous voyez le résultat post-opératoire où on a pour l'instant une légère accélération, mais il n'y a plus du tout de fuite. Et un autre exemple, sur une dame de 30 ans qui avait une fuite très sévère en préopératoire. Et vous voyez qu'en post-opératoire, elle a une micro-fuite avec une valve qui est devenue compétente et surtout un ventricule gauche dont la taille a beaucoup augmenté grâce à l'amélioration de précharge. On fait des évaluations périopératoires. Vous voyez ici, ça c'est une évaluation périopératoire d'un cône avec l'anomalie qui est corrigée. Vous voyez le changement d'orientation d'ouverture et le résultat qui est plutôt satisfaisant. Ça, c'était chez un enfant de 5 ans. Et donc, on fait des guidages et on peut mesurer après. Vous voyez en IRM le VD fonctionnel préopératoire en haut et le VD fonctionnel post-opératoire après le cône qu'on voit bien également en IRM. La chirurgie néonatale, je ne vais pas trop en parler, mais soit on fait des chirurgies de plastique qui sont toujours difficiles et qui sont faites uniquement par les équipes qui sont, je dirais, les plus expérimentées à gros volume, soit on peut faire des chirurgies palliatives avec en général la création de BT shunt avec plus ou moins des connexions du TAP, surtout s'il y a une fuite pulmonaire, c'est très important. Et la fermeture, notamment quand on a un VD non fonctionnel et une valve fuyant, la fermeture de l'orifice par ce qu'on appelle l'intervention de stance. Là aussi, c'est réservé donc à des équipes qui sont à haut volume, puisque c'est des chirurgies qui se font quand même dans peu de centres. Donc voilà, encore une fois, on a une problématique qui est la dysfonction ventriculaire, la latrialisation passive qui entraîne une dysfonction diastolique VD et la régurgitation tricuspide. Et on essaye d'améliorer les choses en améliorant le VD fonctionnel, en améliorant la fuite tricuspide et surtout en augmentant le volume et la fonction ventriculaire gauche pour améliorer fonctionnellement les patients. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Bonjour tout le monde. Non, tu n'es pas en retard, ça va, c'est parfait. C'est moi qui étais en retard. C'est Sophie Guillaumont qui est en retard. Ouais, qu'elle m'a mis dedans, mais bon. J'ai rien dit parce que c'est Sophie. Merci Xavier, merci. Bon, il y a une question, je pense. Il y a une question pour toi. Du fait de la trialisation du VD, y a-t-il un phénomène de stase dans l'OD et donc de risque de thrombus, voire d'embolie pulmonaire augmenté chez ces patients? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas, à ma connaissance, de mécanismes thromboemboliques qui sont décrits dans la maladie d'Epstein, en particulier chez les enfants. La problématique, je vous l'ai expliqué, elle est essentiellement hémodynamique, à la fois sur le versant systolique et diastolique, et en particulier biventriculaire. Donc, la problématique hémodynamique, elle est au premier plan. Mais on n'anticoagule pas les maladies d'Epstein. Et notamment, comme souvent les patients ont des fuites sévères, il n'y a pas beaucoup de stase parce qu'il y a quand même un lavage des flux qui se fait sur chaque systole ventriculaire. Bon, bah parfait. Voilà, je rends l'antenne, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.